Merci beaucoup, Paul. Bonjour à tous. Donc la demande, effectivement, est de faire un topo sur les controverses sociétales. Je pense que la raison d'être de cet exposé est assez évidente, mais il me semble que cela vaut d'être précisé éventuellement. Si on pouvait dire au cours du XXe siècle que l'on était dans une société de progrès et que le slogan qui était mis en exergue à l'exposition universelle de Chicago en 1930, la science invente, l'industrie applique et la société suit, a été un slogan extrêmement important dans l'organisation de nos sociétés au cours du XXe siècle. On peut dire aujourd'hui, et on a de nombreux signes qui mettent cela en évidence, qu'on est passé d'une société de progrès à ce que Beck, Ulrich Beck, le sociologue allemand, appelle une société du risque. L'exemple des OGM est l'exemple vraiment paradigmatique de ces transformations. Et de toutes parts, on considère que les OGM constituent l'exemple d'aventure technoscientifique à ne pas suivre. Les nanotechnologues disent surtout pas comme les OGM. Les spécialistes de biologie de synthèse disent surtout pas comme les OGM. Donc ça vaut le coup, je pense, de focaliser cet exposé sur la question des controverses publiques sur des objets technoscientifiques et ce que nous apprend la saga des OGM de ce point de vue. Je l'ai déjà indiqué, cette controverse n'est pas purement accidentelle. Il me semble qu'on peut dire qu'elle est révélatrice de transformations qui travaillent en profondeur les relations entre la science, la politique et la société. Je reviens 2 secondes sur la thèse du livre de Ulrich Beck, la société du risque. Ce livre, en fait, paraît en 1986 en langue allemande, et c'est un livre qui a 2 préfaces, une préface avant Tchernobyl, une préface après Tchernobyl. Et pour Beck, on passe dans d'une société où le progrès était quelque chose d'évident, on avait une espérance positive dans les applications de la science et de la technique, à une société où l'inquiétude devient un motif beaucoup plus fort. Beck dit, en fait, la question n'est pas que nous soyons dans une société qui est plus risquée qu'elle ne l'était. La question est que ce qu'on pouvait considérer comme le fruit d'une fatalité, le risque comme la part incongrue, une contingence, est de plus en plus perçu comme le produit même de notre modernité. Et donc il y a une espèce de critique des différentes institutions de la modernité, et la science, évidemment, est l'une des institutions, l'un des piliers de notre modernité. Et chez Beck, il y a une espèce de message d'espoir où, pour Beck, cette nouvelle configuration conduirait à avoir une attitude beaucoup plus réflexive sur la science, puisque chez Beck, la science est considérée comme, par ses effets involontaires, ses effets non intentionnels, est considérée comme la source de certains problèmes, mais la science est également la solution de ces problèmes. Et donc une attitude plus réflexive, une science plus ouverte, permettrait de régler ces nouveaux rapports entre la science et la société. Mais évidemment, les transformations ne concernent pas simplement la relation entre la science et la société. D'ailleurs, chez Beck, il y a une idée qui est très forte, c'est le fait que dans les sociétés contemporaines, on a une érosion des formes traditionnelles d'autorité qui sont liées pour les sociologues à des processus d'individuation, au fait que les individus deviennent auteurs de leur propre biographie et donc ont une attitude beaucoup plus critique vis-à-vis d'un certain nombre d'institutions qui avaient des formes d'autorité instituées. Je disais, nous discutions au déjeuner, je prenais l'exemple
des patients qui vont voir le médecin. Ils ne le font pas sans avoir consulté Wikipédia et sans arriver en sachant vraiment ce qu'ils ont et en disant voilà, médecin, j'ai cela, prescrivez-moi ceci. Donc, il y a une érosion profonde d'un certain nombre d'institutions et de formes d'autorité, et la science n'échappe pas à cela. Et donc, du point de vue de ce qui constitue le vivre ensemble, ce qui constitue les sources de légitimité de l'action publique ou de l'action politique, on a des transformations extrêmement importantes. Rosan Vallon, qui est un des professeurs de cette institution, met l'accent sur le fait que depuis les années 80, on a une remise en cause des formes de légitimité traditionnelles et des recherches de nouvelles formes de légitimité. Donc c'est le panorama général dans lequel je vais poser mon intervention, en essayant, à partir du cas des OGM, d'indiquer finalement que faire des controverses. Est-ce qu'on peut gouverner des controverses? Est-ce qu'on peut gouverner par les controverses? Et donc je parcourrai en fait deux grands volets. Tout d'abord, j'essaierai de tirer quelques enseignements généraux sur ce que sont les controverses publiques sur des objets technoscientifiques à partir du cas des OGM. Et puis ensuite, j'en viendrai à l'exploration de quelques dispositifs qui ont été expérimentés pour gouverner par ou avec les controverses. Je bornerai mon exposé en fait à deux exemples. Je prendrai tout d'abord l'exemple du maïs BT Mont 810 et puis ensuite l'exemple du conflit sur les essais au champ, ce qui permet d'explorer deux zones de controverse et de conflit extrêmement importantes pour les OGM. Donc, vous vous souvenez peut-être qu'en 1999 paraît dans la revue Nature un papier par Luzzi et ses collègues, Transgenic Pollen Arms Monarch Larvae. Et ce papier indique que lorsqu'on expose des larves du papillon monarque à du pollen de maïs transgénique, on a un taux de mortalité qui est plus important que le témoin. Donc, il y a toute une discussion qui s'instaure à partir de ce papier, sachant que ce papier n'est pas un article. Ce papier est un commentaire, c'est un comment dans Nature. Et donc, il y a toute une discussion pour savoir, finalement, quelle est la réalité de l'expérience, est-ce que ces résultats sont sérieux, et puis quelle est la signification qu'on peut tirer d'une telle expérience, sachant que, évidemment, il n'est pas du tout évident que dans la nature, les larves de monarques soient exposées au pollen de maïs transgénique de la même façon que l'a produit le dispositif expérimental. Ce qui est très important, c'est que, en fait, cette expérience attire l'attention sur quelque chose qui était assez peu regardé jusque-là, notamment par les instances réglementaires, c'est quelle est l'incidence du maïs transgénique, donc le maïs BT, donc tolérant aux insectes, quelle est son incidence sur les insectes qui ne sont pas les cibles de cette toxine. On avait bien vérifié effectivement que cette caractéristique transgénique conférait une tolérance du maïs aux insectes nuisibles du type pyrale, mais on n'avait pas regardé systématiquement quelle était l'incidence sur d'autres insectes et donc sur la biodiversité de façon plus générale. Et donc les opposants aux États-Unis se sont emparés de cette publication pour dire voilà, on a un cadre d'évaluation qui est beaucoup trop étroit et évidemment il y a beaucoup de choses qui peuvent être problématiques, mais si on ne regarde pas, on ne le trouvera pas. Don't look, don't find. Alors, ce qui est intéressant dans le cas du monarque, du maïs BT, je l'indique rapidement sur ce transparent, c'est que
On a basculé en fait d'une série d'arguments qui étaient extrêmement favorables a priori à cette innovation à des contre-arguments qui systématiquement en fait ont mis en cause les arguments en faveur du maïs BT. Donc sur l'argument la technique protège le maïs contre les insectes et réduit l'usage des pesticides, il y a eu toute une discussion au sujet de la caractéristique de cette plante, en fait, qui est une plante qui produit une toxine qui elle-même véritablement est une toxine insecticide. Donc c'est une plante qui est elle-même qui a des propriétés insecticides et qui plus est, cette toxine est produite tout au long du cycle végétatif dans l'ensemble des organes. Et donc, elle peut affecter des insectes non ciblés, comme je l'ai indiqué. Autre argument en faveur du maïs BT, le génie génétique est une technique chirurgicale qui permet de faire des transformations déterministes et ciblées. Le contre-argument a été de dire, oui, mais en fait, vous savez, le génie génétique introduit un ADN étranger à la plante et la localisation de l'insertion est aléatoire. Autre argument, le gène qui code pour la toxine est extrait du Bacillus thuringiensis, qui est couramment utilisé en agriculture biologique. Contre-argument, mais cette toxine produite par la plante n'est pas la même que celle qui est exprimée dans la bactérie, et il se peut que les propriétés, par exemple l'allergénicité, ne soient pas la même. Bon, et donc ce qui est remarquable, et c'est quelque chose qu'on retrouve systématiquement dans les controverses, en fait, c'est ce jeu d'arguments, de contre-arguments, qui font qu'on part d'une situation qui paraît simple, avec une innovation qui semble apporter un progrès incontesté, et progressivement, effectivement, on a toute une série d'interrogations qui se posent, et on se rend compte qu'il y a toute une série de questions qui n'ont pas été regardées de façon attentive, et que si on déplace un peu la perspective, on peut avoir une évaluation assez différente. Alors, évidemment, j'ai mis l'accent sur l'article de Louzy et puis sur quelques échanges d'arguments. Quand on regarde la trajectoire du maïs Mont 810 en France, il faut évidemment rappeler que c'est une trajectoire assez longue, avec une première autorisation de culture en juillet 1998, et donc une utilisation en fait qui a été extrêmement éphémère pour ce maïs. Celui qui avait été plus utilisé, c'était celui le BT 176, qui avait été utilisé en 98 jusqu'à une vingtaine de milliers d'hectares. Ensuite, on a le moratoire de fait européen de juin 1999 à pratiquement 2006-2007. Ensuite, on a 1 ou 2 années d'utilisation avec un pic de culture pour le Mont 810 de 20 000 hectares. Ensuite, on a les discussions du Grenelle de l'environnement, avec un engagement dans le Grenelle en fait d'instaurer un moratoire sur les OGM, et donc l'activation de la clause de sauvegarde suite à l'avis donné par le comité de préfiguration de la haute autorité en janvier 2008. Et donc un blocage de cette culture, un recours devant le Conseil d'État qui a rendu son arrêt en novembre 2011 en disant qu'il n'y avait pas de raison fondée pour activer la clause de sauvegarde, puisque les autorités françaises n'étaient pas parvenus à démontrer qu'il y a un risque avéré, un risque grave avéré, ce qui est la condition pour activer une clause de sauvegarde en Europe. Et vous savez que les ministres en charge ont annoncé qu'ils allaient sûrement réactiver une clause de sauvegarde et le faire assez tard, de façon à ce que l'Europe ne puisse réagir avant les mises en culture. Donc on est... Je vais très vite là-dessus, mais simplement je superpose ces 2 images pour indiquer qu'une des propriétés des controverses sociétales publiques, c'est qu'on a des interactions entre différents systèmes, et donc la science est mise à contribution et soumise à la question sur des questions qui n'avaient pas été forcément envisagées.
et en même temps, le jeu politique est extrêmement important, puisque on ne peut plus en fait se référer à ce qui était le fondement traditionnel de nos systèmes de décision, le système rationnel légal, où on pouvait considérer qu'il y avait une connaissance scientifique robuste sur laquelle on prenait des décisions. Et bien évidemment, les controverses publiques mettent en exergue l'incertitude, des angles morts, des faiblesses de la connaissance scientifique. Second exemple sur lequel je veux attirer votre attention, c'est le conflit sur les essais au champ. Les essais au champ sont encadrés par des textes européens qui sont traduits en droit français. Donc actuellement, le texte de référence est la directive 2001-18 et donc la loi française de juin 2008. Donc il y a une procédure d'autorisation sur laquelle je ne reviens pas. Il y a également en fait des peines qui sont prévues en cas de destruction des essais, et ces peines sont assez sévères, jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Le phénomène qu'il faut observer, c'est que depuis 2002-2003, les essais au champ sont assez systématiquement détruits. Ce qu'il faut observer aussi, et ce n'est pas inintéressant, c'est que quand on fait des sondages d'opinion sur les questions des destructions des essais au champ, 54% des sondés considèrent qu'il est assez légitime de détruire les essais. Alors ça peut faire réagir. Il y a une seconde observation qui est elle-même intéressante, c'est que quand on pose cette même question à des scientifiques, en fait, cela a été fait en 2007 dans un sondage qui a été fait auprès de 2000 chercheurs du CNRS. 44% des chercheurs considèrent que les destructions des essais d'OGM sont assez légitimes. Alors on pourra discuter de la raison, du pourquoi, du comment, mais c'est des choses qui sont, disons, relativement objectives sur ces questions de représentation de la destruction des essais au champ comme un moyen légitime de réagir par rapport à une évolution technoscientifique. Peut-être pour rassurer les personnes qui sont dans la salle, les biologistes quand même considèrent que ces destructions des essais au champ sont légitimes simplement à 28% contre 44% pour la population générale des chercheurs et 54% pour la population générale. Donc je vais focaliser sur un cas que je connais assez bien, qui est le cas de l'essai de vigne transgénique qui avait été implanté à Colmar en 2005, donc une vigne transgénique potentiellement tolérante au virus du cournouet. Donc cet essai, en fait, a une histoire assez longue déjà, puisque au début des années 1990, dans le cadre des programmes des sauts technologiques qui avaient été créés par Hubert Curien à l'époque, Mouette et Chandon, le CNRS, l'INRA et l'université s'associent pour essayer de trouver une solution à un problème qui est fort embêtant, c'est le fait que que la vigne est sensible à différentes maladies, et notamment à un virus, le virus qui provoque le cournouet et qui touche une grande partie du vignoble français. Donc les chercheurs, en utilisant une technologie qui date des années 80, en fait, d'insertion du gène de la protéine capsidaire, arrivent à créer des porte-greffes de vignes qui sont potentiellement résistants à ce virus. Ces porte-greffes sont mis en essai dans les domaines de Mouette et Chandon en Champagne, jusqu'au jour où un article du Canard enchaîné en 1999 titre des bulles transgéniques dans le Champagne. Et quand Arnaud, le patron de LVMH, voit ça, il donne la consigne évidemment de détruire ces essais. Et donc se pose la question
à l'INRA de savoir si on reprend ces essais. Donc cette question est posée en 2000. Et la direction générale nous demande à Claire Maris et à moi-même de proposer un dispositif en fait pour éclairer la décision de la direction générale de l'INRA. Alors je fais très vite sur une histoire qui est un peu longue et à laquelle j'ai beaucoup participé, mais donc on a organisé une méthode de consultation. On a travaillé 2 ans là-dessus, et donc pendant 2 ans les chercheurs ont attendu la décision de la direction générale de l'INRA. Et ce qui est ressorti, en fait, c'est que si l'INRA pouvait garantir que la décision de faire des essais de vignes transgéniques n'affectait pas l'environnement, et si l'INRA pouvait garantir qu'il y avait une frontière assez étanche entre ces essais comme enjeu de production de connaissances scientifiques et les éventuelles applications commerciales qui pourraient s'en suivre, dans ces conditions, si les chercheurs de l'INRA considéraient que c'était nécessaire pour produire des connaissances, il n'y avait pas de raison forte de s'opposer à cet essai. Donc il y avait un groupe un peu forme conférence de citoyens qui avait été constitué à cet effet. 12 participants étaient sur cette position. Donc un oui, mais avec beaucoup de conditions, et puis 2 étaient s'opposaient néanmoins à ce type à cette décision. Donc l'essai a été mis en place, un comité local de suivi a été mis en place et qui a joué un rôle extrêmement actif dans la préparation du protocole de l'essai. Et donc le protocole a été vraiment co-conçu entre les chercheurs responsables de l'essai et les membres du comité local de suivi. Et comme vous le savez probablement, en 2009, cet essai a été détruit une première fois et il a été détruit une seconde fois en 2010 par un ensemble d'une soixantaine de faucheurs volontaires. Donc dans ce cas, je crois que c'est un cas qui me semble intéressant parce qu'il ne s'agit pas d'un essai a priori à finalité commerciale, il ne s'agit pas d'un essai, disons, d'un grand méchant de l'agro-industrie pour des raisons commerciales. Il s'agit d'un essai voulu par un organisme de recherche public à des fins de production de connaissances fondamentales. Et l'argument de l'INRA sur ces essais, c'est que si on veut produire des connaissances pertinente par rapport à la question agricole, on a besoin en fait de sortir des boîtes de pétri, de sortir des laboratoires, de sortir des serres confinées. On a besoin en fait de se situer dans des milieux dans des conditions qui miment bien les conditions agronomiques, le temps, le climat, le sol et des interactions complexes et à long terme. Alors, on pourra revenir là-dessus, mais la question qui est vraiment posée par ces essais, c'est pas simplement la question de l'innovation, c'est la question en fait des frontières entre la recherche et la société, et de la façon dont la recherche négocie son autonomie, son indépendance, donc la liberté de la recherche, si vous voulez, par rapport à un certain nombre d'acteurs sociaux. Alors, les leçons, très rapidement, de ces 2 focales sur des points de controverse qui ont été extrêmement actifs sur les controverses, c'est que la première, en fait, renforce tout un tas de connaissances qu'on a sur les controverses scientifiques. Il y a cette belle expression de flexibilité interprétative, donc qui signifie qu'il est rare en fait que quand il y a une controverse scientifique, 2 parties s'entendent, les parties opposées s'entendent sur l'expérience décisive qui va mettre tout le monde d'accord, parce qu'il y a tout le temps des possibilités d'interpréter des résultats d'expérience par rapport aux questions que l'on se pose. Deuxièmement, ce qui est très positif dans une controverse scientifique, c'est que ça conduit à prendre en compte l'incertitude, et il y a toujours sur ces questions attachées aux nouveaux objets une très forte incertitude scientifique.
Donc il est important de travailler sérieusement sur l'incertitude scientifique. Ça conduit à ouvrir ce qu'on appelle des boîtes noires, c'est-à-dire des formes de raisonnement qui visent à pallier des absences de connaissances. Et donc, on peut dire que dans une dynamique des controverses scientifiques, on a une espèce d'évaluation informelle de la technologie. Donc, il y a une certaine forme de productivité, si vous voulez, sur le plan des connaissances de la controverse scientifique dans des arènes publiques. Et ça, c'est plutôt un aspect positif. La question qui se pose, c'est celle de savoir est-ce que tout cela est gouvernable et quelles sont les formes de régulation de ces dynamiques. Et ce qu'on observe dans ce cas, c'est une politisation de la science et une scientifisation du politique. Et donc cette interaction produit des réactions en chaîne qui sont assez difficilement maîtrisables avec un processus qui est un processus d'expansion, c'est-à-dire qu'on va poser des questions toujours plus loin. Et aujourd'hui, vous savez, sur les OGM, la question de la toxicité, c'est la question des effets faibles doses à long terme et des effets cocktails, c'est-à-dire c'est au-delà des frontières de ce qu'on sait faire en toxicologie aujourd'hui. Et puis, il y a des phénomènes d'amplification qui sont liés au fait que à ces questions d'incertitude scientifique vont être rattachées des questions qui sont plus d'ordre économique, politique ou social. Et en fait, on va avoir une résonance entre des questions qui se posent concernant la nature des connaissances sur lesquelles on prend des décisions collectives et les questions qui relèvent de savoir finalement dans quel monde voulons-nous vivre. Et donc sur la question sur le sujet des OGM, ce qui pose question, c'est pas simplement les OGM en tant qu'objet. D'ailleurs, c'est pour ça que si on fait vous savez, il y a un argument qui consiste à dire si on veut faire comprendre l'utilité des OGM dans l'agriculture, il faut expliquer à nos concitoyens que l'on utilise des OGM pour faire de l'insuline, de l'hormone de croissance, etc. Et de nombreux médicaments sont faits à partir des OGM. En fait, sociologiquement, cela n'est pas très pertinent, parce que ce qui est important, ce n'est pas l'OGM en tant que technique, c'est l'OGM et le monde qui leur est associé. Donc c'est le fait que les OGM sont associés à une certaine conception de l'agriculture, sont associés à la brevetabilité du vivant, sont associés à la concentration très forte des potentiels économiques et du contrôle de certains grands groupes industriels sur ces technologies. Alors, j'en viens à mon second point. Quel dispositif pour gouverner les controverses ? Je ferai d'abord deux remarques très rapides, et puis j'en viendrai à une analyse rapide elle-même de l'expérience française du Comité éthique, économique et social du Haut Conseil des biotechnologies qui fait l'objet d'une actualité assez intense. Juste ici un rappel sur les liens entre connaissances et décision et sur le fait que on a une tendance dans la régulation des technologies à limiter les formes réglementaires à une notion qui est la notion de risque, c'est-à-dire à des situations où l'on est capable en fait de faire une évaluation assez claire des aléas, des dangers et donc des états de la nature et une estimation des probabilités qui leur sont associées. Or, lorsqu'on est dans une situation d'émergence technologique, mais en fait, il n'est pas toujours possible de connaître, d'anticiper quels sont les dangers, les aléas, et il n'est pas toujours possible de faire une analyse des probabilités. Et si j'avais plus de temps, on pourrait discuter effectivement de
de cette question, c'est-à-dire la façon dont aujourd'hui il est nécessaire de développer des outils, des approches qui permettent de prendre en compte l'incertitude et pas simplement comme une forme périphérique de l'analyse du risque. Je peux résumer ça en disant, en fait, ça renvoie à toute la discussion sur le régime sur le principe de précaution que j'ai pas le temps d'indiquer, sur lequel j'ai pas le temps de faire les approfondissements nécessaires, mais bien évidemment, en régime de précaution, on balance entre deux arguments. Le premier, c'est que l'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence d'un risque. C'est l'expression qui revient souvent. Mais évidemment, si on s'en tient à cela, on peut prendre en compte toutes les hypothèses. Par exemple, c'est l'argument des sangliers sur cette caricature. Et donc, il faut avoir une possibilité de serrer, en fait, les hypothèses sur lesquelles on va travailler. Et ça nécessite d'avoir une possibilité d'identifier quels sont les degrés de plausibilité des hypothèses. Donc on est là dans une zone qui n'est pas une zone de risque probabilisable, mais on n'est pas dans l'ignorance totale, on est dans des zones où il faut essayer d'avancer à partir de la production de connaissances sur la caractérisation de l'incertitude. Le second élément, donc il y a un premier élément qui est un élément qui renvoie à l'incertitude. Le second élément, c'est un élément qu'on appelle dans notre jargon le cadrage des problèmes, qui est assez bien illustré par cette caricature en fait, qui est parue en 1998 dans le journal Biofutur, donc ce n'est pas quelque chose de très nouveau. Mais évidemment, la façon dont on va répondre à une question dépend de la façon dont cette question est posée. Donc, si on dit les seuls risques qui peuvent être pris en compte sont des risques, par exemple, en termes de santé, on va passer à côté de tout un ensemble de risques qui peuvent être des risques économiques, qui peuvent être des risques agronomiques. Et donc, on peut très bien considérer, effectivement, que cette définition du problème va conduire à des désaccords de fond. Et donc cette définition cette question de cadrage renvoie non seulement à la définition des problèmes, mais à la définition des critères, au choix des comparateurs, au choix des disciplines qui vont être prises en compte pour faire l'analyse, à la façon dont on va traiter l'incertitude, aux standards de preuve qui vont être choisis pour retenir un élément probant, etc., etc. Et une grande partie des conflits sur les OGM réside dans des désaccords sur ces cadrages. Alors à partir de ces éléments, et pour finir, je voudrais en venir à une analyse rapide des péripéties qui concernent le CES du Haut Conseil des biotechnologies, donc en indiquant en fait que, en principe, ce qu'on a appris des controverses, c'est que sur ces objets technoscientifiques controversés, il faut avoir, on a trois fonctions qui sont importantes en amont de la décision publique. Le débat sur le cadrage, et qui peut faire l'objet d'un débat public, l'analyse des incertitudes et des risques, et puis ensuite l'analyse des impacts socio-économiques et éthiques. Le HCB, donc créé par la loi sur les OGM de juin 2008, a été créé à partir effectivement de ce type de considération. Et ce qui fait l'originalité du HCB réside dans le fait qu'il est organisé en deux comités. Un comité scientifique qui produit des avis sur un mode assez traditionnel, et un comité éthique, économique et social qui produit des recommandations.
Alors, concernant le comité éthique, économique et social, en fait, deux objets initiaux lui étaient conférés. Donc, le premier, c'était de faire une analyse socio-économique, et le second, c'était de constituer une espèce de dialogue entre les parties prenantes, de façon à ce que le débat conflictuel qui existe dans la société sur les OGM est une espèce d'enceinte, puisse se dérouler dans une enceinte en relation, en fait, avec l'évaluation des OGM. Le retour d'expérience que l'on peut faire, c'est que, et là je suis évidemment très rapide et un peu caricatural, le CES a eu des discussions qui ont été assez productives sur les questions de cadrage. C'est manifeste dans la plupart des avis qui ont été travaillés par le CES. Mais ces discussions sur les cadrages ont été peu prises en compte par le Conseil scientifique, du fait notamment en fait, des limites du mandat du Conseil scientifique qui tient au texte réglementaire qui l'encadre. On n'a pas de construction de consensus, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc, la conflictualité des OGM, en fait, s'est retrouvée au sein du comité éthique, économique et social. Et il y a eu des effets d'amplification qui ont été extrêmement importants, notamment avec l'importation du conflit sur les essais de Colmar, dont j'ai parlé tout à l'heure, au sein du comité éthique, économique et social. Et donc, il y a eu une très grande difficulté des membres du comité éthique, économique et social à s'entendre, certains considérant que cette incapacité à s'entendre et donc à avoir des avis consensuels sur les questions éthiques, économiques et sociales, invalider la formule, ce qui a en partie motivé la démission de la CFDT, de ce comité éthique, économique et social, démission suivie par celle de l'ANIA, de la FNSA et des jeunes agriculteurs. Et donc aujourd'hui, le comité éthique, économique et social du Haut Conseil des biotechnologies est dans une situation extrêmement difficile, et il n'est pas évident que l'expérience se poursuive longtemps compte tenu des difficultés rencontrées. Donc deux mots pour conclure. C'est une évidence, la controverse sur les OGM en France cristallise des enjeux hétérogènes, et on voit qu'il y a une forme de politisation qui rend le problème ingouvernable par les moyens traditionnels, et donc la solution ne peut qu'être politique, mais l'intervention politique dans ce domaine est d'autant plus coûteuse que les enjeux et les conflits sont cristallisés autour de ces questions. Donc on est dans une espèce dans une situation qui est assez difficile et qui est une solution d'impasse au moins temporaire. Néanmoins, il me semble qu'on peut dire qu'on a appris beaucoup concernant la gouvernance des technosciences émergentes, même si les formes qui ont été mises en place jusqu'à présent n'ont pas été couronnées de succès. On peut voir effectivement, et ça je n'ai pas le temps de le développer, mais que tout ce qu'on peut tirer comme leçon du cas des OGM concernant la nécessité d'articuler débat public et expertise, d'instaurer des formes qui peuvent être extrêmement diversifiées de débat en amont du développement des trajectoires technoscientifiques, sont non seulement des leçons générales, mais également des expériences sur certains dispositifs qui sont tout à fait probants, tout à fait pertinents pour traiter les questions qui se posent à propos de nouvelles technosciences émergentes. Voilà, merci de votre attention.